Bonjour, bienvenue au Symposium Art et Art. Nous sommes à l'Université de Paris 7, le 9 juin 2009. Notre visioconférence est vouée à la poésie avec des invités du professeur et poète Philippe Tancelin. Et je vous présente aujourd'hui Paul-Henri Lersen, poète, que l'on connaît aussi sous le nom de Bernard Bennec, et son ami sculpteur Jean-Pierre Weckel, avec lequel ils ont créé un ouvrage à deux, Axis Mundi, avec des photographies d'Armel Chapman aux éditions du Syllabaire. Donc je donne la parole à Paul-Henri Lersen, Bernard Bennec ou à Jean-Pierre Weckel. Je vais commencer un tout petit peu. Voilà. Pour un peu comme prélude, je voulais simplement montrer peut-être un parcours, mais simplement par ce qui est de l'ordre du coquillage, c'est-à-dire du CD. D'accord. De quelques CD. Donc Babel Ange. L'un, ça va, qui est en fait un poème traduit en 13 langues du monde et parfois chanté, récité et avec un univers musical. Voilà. C'est une ouverture à la langue, effectivement. Et puis il y avait les deux recueils qui étaient primitifs mais qui sont là. Le reflet est très difficile, en fait, c'est très difficile. Voilà. Oui, tu as raison. Voilà, très bien. Et Tanagra, qui était pour moi l'emblème, le symbole du poème lui-même, qui perdure et qui est comme maternel dans la terre et qui rayonne sur l'univers de la page. Et Maat, qui est la déesse de la justice. Le langage est aussi dans cet équilibre des forces du monde, au centre de l'homme. Et la poésie y pose sa marque. Un élément également, muse, qui est un chant où la muse est bien sûr le corps féminin que poursuit le poète, mais en fait, l'image de la muse est celle d'une langue aux jambages déliés que l'on ne peut jamais vraiment atteindre. Et j'en viens, ce sera interminable, donc à l'image du CD, disons qui concerne Jean-Pierre Weckel. Celui-là, je vais l'ouvrir, mais c'est tout un travail de vision. Donc chaque CD est pour moi un petit peu comme un coquillage. Voilà. Donc je veux simplement parler de la langue, du poème qui est entre matière et pensée, entre apparition et disparition. Et l'art tend toujours à saisir des traces, non pas à fixer, mais à figer, à créer des centres qui rayonnent. Pour moi, l'écriture est un petit peu de l'ordre de la navigation. L'image qui revient très souvent est celle du mât, du navire. Dansante sous ces rames de naufrage, la voici s'éloignant sur l'onde, l'inachevé de toute langue, la semeuse de nuit, la parole. La grande navigation est celle du vautour de la mer, du mât qui baraque le jour au chaos des formes, creusant ombre et vent. La petite navigation est sagesse en la demeure même, flotte de mer,
roue du temps. Ce qui importe est la musique, le nombre, dans la forme. Et la vigilance de la poésie est en deçà de la naissance des sons. Cette argile et couleur qui se sculptent et s'inscrivent sur la toile de la vision par les tâtonnements d'une conscience habitée mais aveugle. Ce sont les esprits. Chaque objet, chaque forme du monde est nominée. Elle a un nom, donc elle correspond à un être. Je veux dire encore cette chose, c'est ma rencontre avec Jean-Pierre Weckel dans une rue, il y a peut-être 14 ans ou 15 ans, je ne sais pas. Et nous étions sur le même chemin. Il croisait le fer, lui, contre les formes sclérosées de l'art. Il unissait dans la forge de ses nuits les déchets modernes de l'homo faber, c'est-à-dire le métal, l'acier, pas encore l'or, et captait par les mathématiques, la physique, l'anatomie, d'autres formes encore d'art, la symbolique des espaces. Ces sculptures sonnent et crient. Elles sont les homonculus des mystères, les voix hurlantes de nos humanités. Du côté de mon écriture, où se produit cette rencontre, parce que les poèmes n'ont pas été écrits pour les sculptures, ni les sculptures faites pour les poèmes, je me suis trouvé, un moment de mon écriture, sont dans la ligne et le cercle, avec les spirales, les échelles de Jacob, les équilibres, les tortures, des fusions et des métamorphoses, l'arc et la flèche, les disjonctions de l'espace, les écartèlements de Babel. Il me semblait évident que l'axe tournait dans le grand univers et dans l'esprit de l'homme, repère mobile des convergences d'où sans fin jaillit la parole. Cet axe qui est dans l'univers, qui passe par l'étoile polaire, dont les anciens avaient cure. Aujourd'hui, même dans les dictionnaires, on ne trouve pas cette idée de l'axe autour duquel tourne le monde. Et dans notre esprit, il y a cette nécessité du repère, d'un axe, dans cet univers où les formes sont sans cesse mouvantes et où notre moi est peu de choses. Donc ma démarche, je suis très long peut-être, mais c'est que j'ai écrit des poèmes qui s'appellent Axieros et qui sont fondés sur le culte de Samothrace, dont il ne reste presque rien. Sinon, peut-être que dans un puits, Axieros était l'image de Déméter. Donc c'est à partir de là un culte qui a été totalement effacé. Ensuite, il y a eu une écriture sur Axis, un texte qui en fait prend pour lieu la seconde vertèbre de l'homme, sous Atlas et la tête. Et au niveau d'Axis se trouve le larynx, c'est-à-dire la voix. La voix qui hurle dans les sculptures de Jean-Pierre Weckel. Cette voix qui est celle de l'homme, qui est l'image de l'homme dans sa verticalité, dans sa force, dans sa persistance. Donc, Axis Mundi, je dirais le clou de l'être. Oui, la synthèse des deux visions, la parole qui
qui synthétise les deux visions, voilà ce qu'il a réalisé. Et c'est vrai que c'est toujours avec grand plaisir que je lis les sculptures qui ont permis l'élaboration des poèmes, dans le sens où ça a mis de l'effervescence dans l'imaginaire ou dans la construction, voilà. Et j'ai pas encore tout lu, mais je puise de temps en temps dans le livre et je me régale de lire ce qui peut ressortir de toutes mes créations, voilà. Je voudrais en profiter, parce qu'on est ici, pour te poser une question. Pourquoi est-ce que tu sculptes en face de l'univers? Pourquoi tu utilises toutes ces formes? Pourquoi tu t'interroges sur le corps de l'homme, sur les organes de l'homme, sur les mathématiques, puisque tes sculptures sont construites de façon mathématique, de façon rationnelle, précise? Pourquoi tu prends la forge d'Héphaïstos? Pourquoi tu passes les nuits d'hiver derrière une vitre cassée ou verte avec tes chalumeaux parmi les copeaux de tout ton univers sculptural? Pourquoi tu as axé ta vie vers cet élément-là? Pourquoi tu as donné ta vie à l'alliance, à la fusion des métaux, le jaillissement des couleurs et des formes? Et pourquoi tu prends toujours derrière, on voit toujours apparaître l'image de l'homme, celle qu'on est en train de perdre? Ça, je ne peux pas y répondre, mais en tout cas, quand je suis mal, je n'ai qu'une seule envie, c'est de créer. Quand je suis heureux, une seule envie, c'est de créer. Et voilà, ça se résume un peu à ça. Je me suis jamais posé la question. C'est peut-être pour savoir si je suis vivant, puisque j'ai réussi à modifier la matière, et ça me donne une preuve de mon existence. Certainement, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas m'en empêcher, j'ai tout essayé, mais j'arrive pas à ne pas créer. Quand j'ai pas de ferraille, je prends du papier. Quand j'ai pas de papier, j'écris. Quand j'ai rien pour écrire, je compose avec ce que je trouve au sol, ou je lève la tête au ciel, et voilà, me voilà renseigné de l'instant, et je vais pouvoir continuer mon chemin. L'instant m'a tout dit, donc je suis heureux. Je continue comme ça, et la création, c'est exactement la même chose. Et souvent, quand je regarde ce que j'ai fait quelques années après, je m'aperçois que ça continue à vivre, et que ça s'est pas effacé. Donc peut-être que j'ai permis au temps d'attraper quelque chose, et quelque chose qui reste avec moi, qui m'accompagne et qui subit pas cet effet du temps. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de cette création et du gesta que Bernard détermine au niveau de la rationalité de l'œuvre. Moi, j'utilise pas les mathématiques pour créer, mais de toute chose, on découle des lois mathématiques, bien sûr. Tout dépend de l'approche analytique. On peut analyser avec les mathématiques, on peut analyser avec la physique, on peut analyser avec toutes sortes de disciplines. Et j'ai pensé à quelque chose. J'ai perdu un enfant un jour. Enfin, il n'était pas né. Et c'est peut-être pour lui, c'était une fille qui devait naître, et c'est peut-être pour elle que je me suis mis à sculpter comme un effaré. Et puis de toute manière, je ne crois pas que ça soit ça, puisque c'était la même chose bien avant, depuis mon plus jeune âge. Donc je continue cette œuvre. Donc c'est quelque chose qui est bien en rapport avec des disparitions ou des formes, comme la sculpture que tu m'as finalement, après plusieurs années, dit que tu m'avais offerte. J'avais demandé à Jean-Pierre de faire, s'il pouvait faire une sculpture pour la lecture de l'Iliade d'Homère, un héros grec. Et je lui ai demandé comme ça un jour, subrepticement. Et après, je me suis dit, je vais aller en parler. Et j'arrive chez lui et j'ai à peine parlé de la sculpture. Il me dit, mais je l'ai terminée hier soir. Elle est en bas. Viens. Donc, une sculpture qui fait plus de 2 mètres 20 et qui était le héros d'Homère, l'homme, avec les proportions incroyables de mesures qui ont été faites après par d'autres artistes. Et en fait, cette sculpture, elle est porteuse de quelque chose. C'est-à-dire que tu étais dans quelle ville? Donc il y avait une tempête sur la mer, il y avait un ponton,
Et là, une grande vague est arrivée, il y avait un homme qui regardait la mer, et il a été emporté par la mer. Et Jean-Pierre, c'est ce que je dis, il s'est précipité sur la plage, et il a pris une pierre, grosse, qui finalement a une forme de tête humaine. Il m'a dit qu'il l'avait couverte d'huile, qu'il l'avait frappée, et cette tête-là, elle est sur cette grande sculpture grecque. Et il y a cette force, justement, du rapport à la disparition, à la mort. Certainement. Donc certainement, l'art peut-être est vraiment propre. lié à cet élément de notre disparition, de notre incompréhension du monde et de son mystère. Il n'y a pas peut-être d'autre chose. Donc je voudrais, disons, lire quelques textes du recueil Axis Mundi. Encre obscure. Tu sais que c'est le soir. Nulle attente ne persiste, sinon ces oiseaux tout autour, roulant des notes vers l'aigu, répondant à la totalité du monde. Le jour couche sa strate dans le temps, pendant que tu t'endors. Il serait vain de te souvenir, de sonder cette page où tu prétends saisir l'insaisissable. Tu t'accroches à deux mains comme une vague au sable, élant l'être incertain. Peut-être en un rêve, près des amis perdus, dont l'absence t'étonne. Tu n'es plus maintenant que cette chose aveugle, sans pensée, sans joie ni pleurs, et l'ombre pèse où tu reposes. Le mât sacré. Le navire est de terre, le mât planté vers le ciel. Quand vient le vent, l'homme s'accroche au clou. La toile bat la demeure habitée. La parole n'a que des milliers d'années, elle vient d'en haut, cri d'immensité. Te voici debout au désert, aveugle déjà, sans entendre la foule à tes pieds des morts. La vague enfouie à jamais retient ton souffle. Te voici, masqué d'absence, perdu de mots, sans lumière, mât tournoyant. Te voici à la limite du temps. L'onde s'écoule en vide et la voix en silence. Des milliers de mains poussent le navire vers l'obscur, voile arraché vers l'invisible. L'asymptote. Il faut quelques distances pour effleurer la page. Les traces sont des lignes. Toute branche, un empire pour les oiseaux. Le sommeil est lucide, avec ce regard de statue des vieilles d'Espagne assises devant la porte des maisons. Sur les pavés des rues, tu vas battant semelle. Avec équerre et fil à plomb, tu verras le profil paraître de l'Égyptienne au seuil des tombes, son œil ouvert à l'infini. Parturition. Je me suis vu trahir le cercle, si bien masqué par sa tangente, sans support, avec l'œil vif où souffle l'or d'éternité. Ne sachant du chaos que le vide absorbé, la lente avance des géométries où l'infus sans fin se diffuse. Il n'y a rien de clair ici.
dans l'entrejambe où va la forme, secouant l'étoffe nourricière dans sa nuit. Là où courbe et ligne s'esquivent en un combat singulier, s'engendre la magie des dieux, l'obscure attente incisive. Axe. Quelque part un trait dans l'espace, n'importe où, mais au centre d'un ouvert univers où la tête flambe et le nombre. Cauchemar de vivre et de mourir. L'invisible trace l'unique, et le multiple attend que l'infini efface l'infini. Partout roule le char céleste, dans l'absence sans repère. Le moyeu rouge est dans la forge. Il danse. L'œil se double au miroir des dieux. Aum, homme. Ton nom de syllabes sacrées résonne au souffle de ta tête. Homme, vêtu de peau de bête jusqu'à l'os. Homme, sachant ton nom de lumière. Homme, habité de ta disparition. Homme, croyant qu'il faut comprendre. Homme, avec ton sens de la Genèse. Homme, abri de la parole du monde. Homme des religions et des massacres. Homme des calculs et des pouvoirs. Homme de la possession et de la mise à mort. Homme, ton nom de syllabes sacrées sonne à la source du poème. Homme, avec tes yeux d'image et ta bouche de chant. Homme, avec tes voyelles de feu et tes consonnes de danse. Homme, aux astres éveillés de poussière. Homme, croyant magnifier la vie par la destruction de l'homme. Bravo. Alors, c'était Bernard Benec, alias Paul-Henri Lersen, et son ami sculpteur, avec lequel il a fait un travail en duo Voilà, dans l'atelier. dans l'atelier. Vous avez travaillé ensemble dans l'atelier, c'est ça? Ou tu Non. as fait la poésie L'atelier, c'est l'univers pour nous. Ah oui, vous avez de la chance, c'est bien. Travail, je pense qu'on a travaillé ensemble. Ah oui, quand même. On a travaillé ensemble C'était sur le très même différent. chemin, mais jamais comme ça. Sans se concerter, de toute manière. Les était axes, sur la même chose. les axes se croisent et Ouais, sur bon. le même, je ne veux pas dire le même problème, mais c'était Même registre. la même chose, c'était la même puissance, voilà. Pour, D'accord. Pourquoi je ne La sais pas. puissance, c'est-à-dire là où l'on puise, Il me c'est montrait la un source. texte, la pièce était là quelque part et tout convergeait, et tout En était. résonance, alors. Oui, c'était la résonance. Oui. Puis beaucoup. C'était très émouvant, bien sûr, de savoir que sans se voir, on élaborait chacun à sa manière quelque chose pour nous extirper du trou dans lequel on était. Et ça, j'ai trouvé ça. Le trou qu'on avait creusé au préalable, bien sûr. Mais... Je peux vous poser une question? Alors, Bernard Bois nous pose une question. Oui, je voulais savoir, vos sculptures, vous avez des têtes comme des bouches ouvertes à un moment donné. Oui. Voilà. Ce Donc, sont des pièces de quelle taille? Quelle est la dimension? Je me permets de répéter pour un problème d'enregistrement. Quelles sont les dimensions de vos sculptures? Les dimensions de mes sculptures, ça va de 5 mm à 1 cm jusqu'à 15 mètres ou 10 mètres. Mais en général, les personnages qu'on voit là, il y en a peut-être qui font 1,50 m, 1 mètre. Il peut y avoir des visages très grands, tout dépend de
de ce dont je dispose comme matériel, et tout dépend des lieux où je vais les mettre. Et la sculpture pour l'an 2000, elle faisait combien de hauteur? Elle devait faire plus de 7 mètres, largement 10 mètres. Et Voilà. elle tenait, c'était l'image de la brisure anthropique, elle tenait dans ses mains une coupole de feu. Et les iliaques étaient là, elle s'appelait Éternelle. Et la tête aussi, et puis la colonne vertébrale aussi. Le C'est- tube creux, avec les protogènes derrière les 7. Et c'est uniquement en métal? Vous exposez actuellement? C'est en métal? En ce moment, j'expose à Bamako et à Trois-Rivières, dans une galerie. Au Et Québec. puis au Québec, c'est entre Montréal et puis je me rappelle plus tellement. Dans d'autres endroits, je ne Vous sais vivez en plus. France? Oui, quand je suis en France, oui. Tu vis en France ou non? Ben, Ou tu oui, vis oui. ou tu vis partout? Il navigue. Ben, ça dépend. Je vais là où je me sens appelé. Je vais là où je me sens appelé. Donc ta résidence n'est pas dans un lieu fixe, tu vas où la vie Ma t'amène. résidence est à Fougères. Ah d'accord, à Fougères. Et quand j'ai l'opportunité de pouvoir partir, mais je suis souvent invité pour pouvoir créer. Et c'est parce que les gens m'invitent, me mettent à disposition beaucoup de choses que je peux créer. Surtout les Puis chalumeaux j'ai et la le chance gaz. d'avoir quelqu'un qui me fournit l'acier et une autre personne qui me fournit un C'est atelier bien, ouais. pour pouvoir créer, sinon je ferais rien. Donc Et- si on veut voir ce que Bernard Bois posait la question, d'où voir les sculptures, Ben, il y en aura à l'Harmattan, À l'Harmattan, l'espace bientôt, à ouais. l'Harmattan le 23 juin. À 19h, il y aura une vingtaine de sculptures Et je voulais de aussi Jean-Pierre dire qu'il Becquel y a un poète qui s'appelle avec Bar- Axis Barrault. Mundi. Voilà. ah d'accord, donc lors de Ouais. la sortie du livre, vous allez l'éditer à la Voilà. printemps, Non, mais Non. il sera là, le livre. tu vas le présenter à l'espace Parce que Armatan c'est- qui est rue des Écoles, dans le Voilà, 5e. on va le présenter. Ouais. oui. D'accord. C'est Donc une vous ferez une présentation commune. Voilà. D'accord. Il y a une vitrine à Lyon, Quai-il-Site, si vous voulez voir, en face de Fourvière, juste sur le Quai-il-Site Pont Napoléon. J'ai mis ça pour les gens qui étaient dans les rances, pour qu'ils puissent avoir accès à l'œuvre. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs, que je les vois de temps en temps, qui sont dans la tête dans la vitrine, quoi. Il y a une scénographie, il y a toujours quelque chose qui s'inscrit pour le regardeur. C'est évident. Ça. Et puis sinon, Enfin, ce que je veux dire aussi, c'est que le métier de sculpteur n'est pas de tout repos. J'évoquais ses travaux de forge nocturne dans l'hiver. Peut-être qu'il faisait moins 10 et il est en train de sculpter la nuit. Le fait de déposer, par exemple, des sculptures dans les douves du château de Fougères, oui, j'en ai envie. qu'il a porté à la nage, nageant avec sa sculpture pour la planter au milieu. Non, je l'ai construit dans l'eau. Ah, tu l'as construit dans l'eau. Ah, tu as soudé dans l'eau. C'était- Ah, je croyais que tu l'avais transporté. Enfin, disons que tu étais dans l'eau. À l'occasion d'Art en Marche 2002, je crois. Puis il y a des sculptures dans les villes, oui, rue de la Peinterie à Fougères. Mm. Et il y a un poète qui s'appelle Marc Baron qui était venu dans les années 2000. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Un fleuve passe sous ton atelier aussi, qui parle de l'œuvre. Alors, Donc, par rapport oui, pardon. à l'épopée, pour terminer sur le cycle, cette sculpture faite pour l'an 2000, qui faisait 7 mètres de hauteur et qui a été placée dans un endroit très vaste, majestueuse, a été simplement détruite par les services de rangement de l'an 2000, quoi. Donc la sculpture a été démantelée. C'est pour dire à quel point l'artiste est écouté aujourd'hui et remarqué. Et ce sont les objets, ce sont des objets, les œuvres d'art, ce sont des objets. Oui. Mais ça c'est un problème qui n'est pas éternel, mais qui est qui est éternel, C'est quand même. en ce sens que les institutions En tout cas, je suis très, très heureux de voir ce font mouvement. souvent ça, hein. C'est-à-dire que on va prendre un cas beaucoup plus connu, le fameux Minotaure de César. Si on aime ou n'aime pas, chacun ses goûts. Mais il a été dans l'errance comme ça. Les arrondissements, les maires, les institutions se le sont renvoyés allègrement jusqu'à ce qu'un jour on trouve une toute petite place que vous connaissez qui est près de la Croix-Rouge, là, donc près de la rue du Cherche-Midi, où en fait c'est pas du tout adapté. Et même là dans le 5e, puisque vous connaissez la rue des Écoles, il y a cette sculpture d'un sculpteur roumain là, en Oui, oui, métal oui, aussi. oui. Pareil, il a fallu que plein de publics différents fassent des manifestations pour qu'elle puisse trouver cette place sur cette petite place, parce qu'en fait elle était
elle est restée dans la rue Jean de Beauvais très longtemps, personne n'en voulait là aussi. Alors qu'elle avait été créée par le sculpteur, et il l'avait même offert à l'église roumaine et à la ville de Paris. Mais personne n'en voulait. Donc, historiquement, si on prend une certaine perspective, ce n'est pas dû à votre talent, Non, ce n'est c'est- pas Ah contre non, vous. je- Non, mais Mais c'est c'est- pour- Moi, je n'en- c'est le je ne problème. dis rien là-dessus. Moi, c'est justement, là où je se suis situe la en perception de faveur, l'art. je suis en faveur, depuis on en parlait au dernier Aréart, hein, où il y avait l'ayant droit d'Harold Lambellan qui est venu, qui est un sculpteur que j'ai montré il y a 19 ans. Et en fait, je préconise depuis 20 ans des grands travaux qui font vraiment travailler les artistes, sculpteurs, peintres, comme ont fait paradoxalement les Américains autour du New Deal. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu la grande école de New York. Et rien ne nous empêche de faire la même chose ici. Donc j'espère que pense très que ça bientôt va- il y aura Je pense que ça va. les Ça sculptures, va suivre vos son cours. sculptures et les sculptures de plein de sculpteurs vivants qui pourront Mais par être contre, dans nos rues. j'ai 500 sculptures à exposer et c'est la démarche des sculptures musicales, c'est-à-dire je vais faire une symphonie avec ces 500 sculptures en invitant des percussionnistes et un chef d'orchestre, bien sûr. Et chaque sculpture a un son, on a commencé les enregistrements. Pour des vidéos aussi, il y a beaucoup de vidéastes qui travaillent. Et puis, par exemple, si on a l'habitude de voir tel ou tel visage avec tel ou tel son, bien évidemment, en mettant le son et en faisant apparaître la sculpture sur l'écran, il va y avoir un attachement, il va y avoir un lien qui Ah va oui. se créer. Et je vais exposer les 500 pièces dans une seule salle pour réellement créer une énergie musicale rien que par la vision et sonore par la vision. Voilà. Là, c'est pas les sculptures sonores des frères Vacher qui sont vraiment des sculptures et un instrument de musique. Vous voulez dire qu'il y aura Elles sont- Oui, un son par sculpture qui permettrait Oui. de faire une espèce de symphonie avec tout les à 500 fait. sculptures. Donc dans ces D'accord. cas-là, c'est l'unité qui sera l'instrument de D'accord. musique et chaque personne apportera son propre intérieur, sa propre fréquence et il en sortira une mélodie non mélodieuse, il en sortira quelque chose, hein. Il y en a qui pourraient appeler ça un bruit de fond, mais j'ai fait l'expérience au Canada, il y a des musiciens qui ont instrumentalisé par-dessus ce bruit de fond et ont réussi à conduire l'ensemble dans une musicalité très épanouissante et allant très, très éclairée. Et D'accord. c'était une expérience très hilarante, tout le monde riait, j'avais invité les gens, je leur donnais 2 baguettes, ils frappaient chacun d'entre eux frappait dans la sculpture et c'était suivi par des musiciens, c'était fabuleux et tout le monde riait. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite de faire très vite. C'était donc Art et Art avec Paul-Henri Lersen, alias Bernard Bennec, pour ceux qui nous suivent à Art et Art, et le poète et le sculpteur Jean-Pierre Weckel qui ont fait un travail en duo qui s'intitule Axis Mundi, avec des photographies d'Armel Chapman. Et l'ouvrage sera présenté ainsi que les sculptures de Jean-Pierre Weckel à l'espace Harmattan qui se trouve rue des Écoles. Et ce sera au mois de juin, quel jour? Le 23 à 19h. Le 23 juin, il s'en passe plein de choses le 23 juin. Donc je vous dis au revoir, c'était un réart dédié à la poésie avec des invités du professeur Philippe Tancelin. C'était le symposium Aréart du 9 juin 2009 à l'université de Paris 7. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Voilà. Alors, on y va. Voilà.